Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier podcast de la case qui s'intitule Femmes, Tech et Numérique, Cocktail Toxique. Je me trouve en compagnie de Marie. Bonjour. Laetitia. Bonjour. Et Adesola. Bonjour. Et on organise ce podcast dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes avec comme thème Femmes et Numérique qui est le thème de l'ONU. La case étant une association d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, mais aussi à l'environnement et au développement durable, nous vous proposons aujourd'hui de travailler sur la thématique de l'égalité des genres. Et j'ai avec moi du coup mes 3 collègues. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Je m'appelle Laetitia, je suis coordinatrice de projet en ECSI, donc en éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour l'association La Case. Je m'appelle Adesola, je suis chargée d'animation et de projet en EXI, donc avec Laetitia, tout ce qui est de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je m'appelle Marie et je suis chargée de projet et d'animation, mais moi dans le domaine du coup de l'environnement et du développement durable. Très bien, et moi du coup c'est Sarah et je suis chargée de communication pour l'association. Je pense qu'on peut commencer sur notre sujet et on peut peut-être parler de où on trouve ces femmes dans le numérique. On ne les y trouve pas tellement en fin de compte parce que dans toutes les recherches qu'on a faites sur le sujet pour préparer ce podcast, en fait, on s'est rendu compte que c'est un domaine en fait très masculin. Aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que les femmes, c'est à peine 30% des travailleurs et travailleuses du numérique. Donc, elles y sont assez peu nombreuses. Pourtant, dans les années 50, 60, même 70, on retrouvait beaucoup de femmes dans ces milieux-là parce qu'ils étaient considérés comme des milieux où il fallait être patient, rigoureux et on les associait plutôt à des tâches administratives. Donc on allait retrouver des femmes, 30 à 50% dans ce milieu. Et puis il y a eu une grosse chute dans les années 80 parce que avec l'augmentation des salaires, on retrouve beaucoup d'hommes qui... Désolée. Pardon, désolée. Je suis désolée. Marie, elle a fait un clic et après, elle était en mode coupable, genre, je peux pas. Ça va être long. C'est pour détendre l'atmosphère. Après un petit fou rire dans le studio, je disais donc que dans les années 80, il y avait eu une grosse baisse des femmes dans ce milieu parce que les hommes, après l'augmentation des salaires, ont voulu plutôt reprendre ces métiers-là. C'est un chiffre du coup qu'on a de National Science Foundation, donc que évidemment 30 à 50% au début et puis une énorme baisse, donc je pense que c'est descendu à 15-20% de femmes dans le secteur, malgré du coup ce qui se passait avant, et notamment dans le codage. Je voulais plutôt rebondir sur les ENIAC Girls. Du coup, par exemple, c'est les 6 femmes. Enfin, après, on les a regroupées tous ensemble. Mais sinon, c'était 6 femmes qui avaient aidé, enfin, même qui avaient fait presque tout le travail quand c'était Alan Turing qui a baptisé sa grosse machine qui s'appelle du coup ENIAC, le premier ordinateur. Et du coup, en fait, dans les années, si je ne me trompe pas, c'est 40. C'est elles, en fait, qui ont tout codé, qui ont même mis en place des systèmes pour opérer, en fait, les bugs, le dépannage, en fait, etc. Et c'est elles qui ont tout fait. Et en fait, on ne les a jamais retrouvées dans les livres d'histoire. Et c'est qu'à partir de 2013, il y a eu un film sur elles. Et c'était en 1980 qu'on a commencé à savoir en fait, qu'elles avaient participé à la construction de ces machines, en fait, de nos ordinateurs actuels. Et le fait justement qu'on n'ait pas su, enfin, qu'elles aient participé à cette programmation, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est l'invisibilisation des femmes dans le secteur du numérique. Et justement, il y a eu un livre dessus qui dit que malheureusement, bon, ça arrive dans différents domaines, les femmes qui ont contribué, qui ont fait de grandes contributions, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans l'art, etc., elles tendent à être invisibilisées du fait qu'elles soient femmes. Et c'est bien tardivement, et je pense que
Non, ça c'est mon opinion personnelle, donc je sais pas. Et je pense que en ces temps-ci, il y a quand même une démarche qui est faite pour redonner une valeur à ces femmes et les remettre dans l'histoire et leur donner toute la place dans la découverte de ces différentes innovations et dans la contribution de la création de ces innovations. Oui, parce qu'en fait, ce que moi j'avais lu, par exemple, sur ce phénomène, c'est surtout qu'en fait, à partir des années 80, quand il y a eu l'ordinateur personnel qui est arrivé, on a considéré, en fait, l'image de l'informaticien ou de l'informaticienne est devenue l'image, en fait, qu'on a du geek aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a une relation vraiment charnelle avec son ordinateur et qui est très technique et en fait, et pourtant, ce qui est dommage, c'est que parmi certaines des premières entreprises qui ont été créées autour de l'informatique, l'informatique avait justement cette nouveauté de pouvoir être fait par des femmes qui jusque-là étaient au foyer parce qu'il y avait le télétravail et que du coup l'ordinateur leur donnait accès à toutes ces nouvelles méthodes de travail. Et en fait, à partir des années 80, ça s'est totalement perdu et en fait, l'image qu'on a eue et qui perdure aujourd'hui, en fait, de l'informaticien, elle a grandement changé. Et en fait, c'est là qu'on voit que sans représentation, finalement, ça a été assez difficile de pouvoir s'imaginer les femmes continuer à œuvrer dans ce domaine. Et je pense que c'est assez positif, justement, ce mouvement qu'on a aujourd'hui d'aller rechercher volontairement des personnes, des modèles féminins dans ces domaines et aussi en sciences plus largement, parce que justement ça contribue à remettre à l'avant une histoire qu'on a oubliée. Et en fait, c'est facile de se dire aujourd'hui, 40 ans plus tard, oh non, mais en fait les femmes elles n'ont jamais travaillé dans le domaine du numérique, alors que c'est pas du tout vrai. Et qu'on a justement ces ENIAC Girls par exemple qui ont vraiment participé au développement de l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, et ça peut contribuer à la féminisation du secteur parce que, tu disais les chiffres au début, à peu près 30% des femmes dans le numérique et le fait d'avoir une visibilité de leur contribution, ça peut encourager l'enjeu de la représentation, ça peut encourager des femmes à se dire que il y a eu des femmes dans le passé qui l'ont fait, il y a des femmes dans le présent qui sont dans le domaine, moi aussi je peux l'être et ça peut encourager, on le verra après, la féminisation du secteur. Mais je trouve ça très bien que, par exemple, des chaînes comme Arte, justement, fassent des séries où elles remettent au goût du jour, justement, toutes ces femmes qui ont été invisibilisées. Et puis, oui, la culture geek, ça a été un gros problème pour les femmes pendant un temps parce qu'elles n'arrivaient pas à s'identifier. Mais c'est qu'on a des représentations, mais pas forcément des représentations positives, comme tu as pu le dire. Dans ce qu'on peut retrouver, que ce soit même pour les hommes, en fait. C'était celui qui était amoureux de son ordinateur, celui qui était très nul en interaction sociale. Et pour les femmes, c'était pareil. C'était soit la marginale, soit du coup la femme qui va dans la masse des garçons. Et c'était pas du tout quelque chose d'attirant, en fait, pour les femmes ou pour les filles. Et on le voit aujourd'hui où il y a encore quand même du mal à recruter des femmes parce que malgré qu'il y ait dans l'enseignement supérieur, il y ait 57% de femmes, d'après Numéum, syndicat professionnel de l'écosystème numérique, il n'y a que 33% qui sont encouragés par leurs parents à poursuivre dans ces voies-là, contrairement aux garçons qui sont plutôt à 61%. Donc il y a un vrai problème et il n'y en a que 25% du coup des femmes qui sont également diplômées en fait dans le secteur du numérique, ce qui ne fait pas beaucoup par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui comme études. Et même je pense que si on regardait un peu plus, on verrait que dans le secteur du numérique, il y a des secteurs très féminins, comme on dirait, et ça serait plus trop lié, par exemple, à la com ou le marketing digital, alors qu'il y a tellement d'autres métiers qui existent et le codage est en train de s'étendre et ça serait pas mal de retrouver des femmes dans ce milieu-là. Et qui ne soient pas seulement en fonction support, parce que c'est beaucoup aussi le cas, d'après les chiffres qu'on a trouvés, qu'en fait... Et c'est Juliette Hanot qui en parle dans son livre « Je code donc je suis », où en fait, même quand elles sont en emploi dans ce secteur,
c'est pas elles qui sont sur le devant de la scène. Et ça, c'est dommage. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de culture geek et en fait, donc non seulement effectivement ça impacte la représentation qu'on a de l'informaticien ou de l'informaticienne, mais c'est aussi, ça a été cité comme source probable de violences sexistes et sexuelles dans le milieu du numérique. D'ailleurs, 7 sur 10 femmes qui ont étudié dans les écoles du numérique rapportent avoir été victimes de violences sexistes qui vont de la blague un peu sexiste, potage qu'on fait entre potes, jusqu'à du harcèlement sexuel. Donc, c'est quand même énorme. Ouais. D'ailleurs, sur les violences sexistes, il y a un exemple, celle de la fondatrice de Bumble, donc l'application de rencontre, la concurrente de Tinder. Et cette femme, Whitney Wolf, elle a été à l'origine de la création de Tinder. Elle faisait partie du board avec 4 autres personnes. Ils l'ont créée, elle a développé, elle a même été à l'origine du nom de l'application et de la création de son logo. Mais malheureusement, elle a eu un exit, une sortie de la start-up qui a été très médiatique. Médiatisé. Qui a été très médiatisée parce que à la sortie de la start-up, elle a porté plainte pour harcèlement sexuel. Et il s'avère que elle a été victime d'harcèlement sexuel de la part de ses cofondateurs. Elle a été victime de mansplaining. Elle avait été victime du fait ils ont tenu des propos extrêmement condescendants vis-à-vis d'elle. L'atmosphère est devenue tellement intenable pour elle qu'elle a dû, ils l'ont virée et elle a dû quitter Tinder et elle a porté plainte. Et après cette expérience qui a pour elle été très traumatisante parce que en plus de devoir quitter une entreprise dans laquelle elle avait tout mis, qu'elle avait créé, elle a dû faire face à une tempête médiatique qui l'a présentée vraiment comme une personne, ils appellent ça une gone girl, donc une personne qui aurait planifié son harcèlement sexuel pour avoir une lumière, un aura médiatique et pour, derrière, pouvoir créer sa start-up concurrente Bumble. Donc ça a été très compliqué pour elle, mais finalement, elle a créé une nouvelle start-up, Bumble, qui met les femmes des contacts. Je sais pas comment c'est les femmes qui font le premier pas. Qui fait que les femmes font le premier pas. Moi, ma petite oreillette, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que ça a été testé hier. C'est une application qu'on a pu tester dans l'équipe pour vérifier son principe. Est-ce que vraiment ça met les femmes au pouvoir? Parce que c'était aussi ça la volonté de Bumble, c'est de permettre aux femmes de faire le premier pas. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que effectivement, donc, ça nous permet de nous envoyer un message et donc de ne pas potentiellement être harcelé par d'autres personnes. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant sur Bumble, c'est que quand ils l'ont lancé en Inde, qui est un des pays où les violences sexistes et sexuelles, malheureusement, sont les plus hautes, ils ont dû mettre des garde-fous pour permettre aux femmes qui sont sur l'application justement de ne pas être stalkées ou harcelées, retrouvées par les personnes qu'elles auraient rencontrées sur Bumble. Et par exemple, elles ont l'opportunité de mettre juste leurs initiales et de ne pas afficher leur nom en entier pour se protéger en fait, parce que c'est assez mal vu. C'est quelque chose de très occidental de faire des rencontres via une application et ils ont dû mettre ces protection-là pour que les femmes qui utilisent l'application puissent le faire en étant en sécurité. Sur ça, un peu l'anonymisation des personnes, j'ai lu quelque chose de très intéressant et malheureux. C'était une twitcheuse, une streameuse qui a été victime de violences sexistes et qui disait il y avait un certain nombre de propositions qui avaient été faites pour comment est-ce qu'on peut retrouver ces harceleurs, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les femmes streameuses puissent être moins victimes de ces violences. Une des propositions qui avait été proposée, qui avait été mise sur la table, a été de l'anonymisation
des données des personnes sur Internet. Non, la désanonymisation des personnes. Et justement, elle disait que ce serait encore plus dangereux parce que ça permettrait aux stalkers de les retrouver plus facilement. Déjà qu'avec les acronymes, c'est un peu dur, mais on peut retrouver les personnes. Elle disait que cette proposition serait dangereuse au sens où des personnes qui sont déjà dangereuses sur Internet le deviendraient potentiellement plus. C'était quelle streameuse, du coup? Si je me trompe pas, elle se fait surnommer Lixi, mais j'ai pas son nom en entier. D'accord. 73% des femmes dans le monde ont déjà reçu des violences sexistes en ligne. Du coup, ce n'est pas qu'une affaire de streameuse ou de youtubeuse, comme peut-être vous avez déjà entendu parler de Marion Séclin, française vidéaste sur YouTube, qui a reçu le nombre le plus important j'allais dire d'harcèlement, mais ça se compte pas en termes de harcèlement, mais j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Mais du coup, qui a été la femme la plus harcelée en France, en tout cas là, je me trompe pas si je dis ça. Et du coup, c'est 73% des femmes dans le monde ont déjà reçu des violences sexistes en ligne, donc ça touche pas que les femmes qui s'exposent en fait, mais toutes chacune presque. Et aussi, ça commence quand même assez jeune, puisque au lycée, on retrouve déjà 2 garçons donc par classe qui ont déjà été cyberharcelés et 3 filles, du coup, par classe qui ont déjà été cyberharcelées. Donc, ça apprend au plus jeune âge quand même, parce que si ça arrive au lycée, ça veut dire qu'il y a eu des antécédents à l'école ou autre. Donc, faut revoir un petit peu comment est-ce que la société forme ces jeunes gens qui subissent du harcèlement, et surtout les harceleurs et harceleuses qui font ça. Et de plus en plus, avec l'expansion des réseaux sociaux, comme l'a dit Marie, en fait, on se retrouve avec des cas pas juste d'harcèlement, mais de cyberharcèlement, ce qui peut multiplier l'ampleur de l'harcèlement, parce qu'on se retrouve à pouvoir aller commenter et harceler n'importe qui, on va dire. Et surtout qu'il y a énormément de cas aussi de revanche porn. On en parlait beaucoup pendant un moment où, par exemple, 87% des femmes ont déjà subi de la pornodivulgation dans le monde. Et la cyberviolence, de toute façon, ça arrive à 4 Français sur 10, selon l'enquête Ipsos de 2020. Et ça fait quand même beaucoup. Et c'est très récent qu'il y ait une loi aussi qui oblige le consentement d'une personne avant de diffuser son image dénudée, parce qu'elle date du 7 octobre 2016. Donc comme dans beaucoup de cas, en fait, les lois arrivent bien après. Et malheureusement, avant 2016, c'était pas quelque chose de condamnable. Aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est très compliqué par moment de remonter aussi à la source. Et il y a tellement de plateformes aussi, je n'en citerai pas, mais il y a tellement de plateformes où on nous invite même en fait à produire ce genre de contenu. C'est quoi les plateformes ? Non, mais je vais pas les citer, mais il y a vraiment des plateformes où en fait tu peux en fait uploader, par exemple, si tu as une ex-petite amie qui sur qui tu veux te venger, qui fasse du revenge porn. Et c'est encore pire maintenant avec les deepfakes, où du coup qui permettent en fait de monter de toute pièce une image, de donner la voix d'une autre personne à quelqu'un d'autre, et de mettre un visage et de le faire bouger à volonté. Ça se fait avec de l'intelligence artificielle. Voilà, de l'intelligence artificielle. Et donc, ça fait qu'en fait, même à ce niveau-là, en fait, on peut mettre n'importe qui dans une scène pornographique. C'est assez inquiétant quand même. Vraiment. Surtout de se dire que beaucoup de femmes et d'hommes publient des photos sur n'importe quel réseau social, et de dire qu'avec ces deepfakes, en fait, on peut supprimer très facilement un vêtement pour ajouter quelque chose d'autre à la place. Et n'importe quelle photo, en fait, peut être mal utilisée. Et détournée, oui. Ouais. J'ai une petite question sinon. Et comment on peut changer ces représentations ? Parce que là, on parle beaucoup de représentations négatives, on parle beaucoup des impacts négatifs que le monde du numérique peut avoir aussi sur la représentation des femmes. Mais comment on fait pour le changer ?
pense que c'est des choses qui changent au quotidien et pas que sur le numérique, mais sur un peu toutes les représentations qu'on peut avoir sexistes et que ça se fait aussi dès le plus jeune âge, pas forcément dès qu'on est dans le ventre de la mère, mais par les jeux aussi, enfin les jouets. Par exemple, il y a plein de jouets. Le petit chimiste, ça va être un petit labo tout petit dans une boîte et comme image, il va y avoir juste un petit garçon et pas une petite fille. Là, de plus en plus, les jouets essayent de mettre les deux genres à chaque fois sur l'emballage, on va dire, pour le marketing et tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la représentation dès qu'on est jeune, qu'une petite fille puisse se dire je veux être ingénieur informatique et pas je veux être nounou ou sage-femme, même si c'est des très bons métiers et que aussi les garçons peuvent par exemple être nounou ou maïoticien, parce que c'est comme ça qu'on dit du coup pour ceux qui ne savaient pas. D'ailleurs, c'est super intéressant ce dont tu parles parce qu'en fait, avec Adesola, on était dans une classe de CP très récemment, justement pour leur parler d'égalité des genres. Et c'est impressionnant en fait à quel point c'est ancré cette idée que si sur la boîte il y a un garçon, c'est un jouet pour garçon, et s'il y a une fille, c'est un jouet pour fille. Je leur ai demandé, comment vous savez, quand vous avez un jouet, comment vous savez que c'est pour garçon ou pour fille? Parce qu'ils disaient, il y a des jeux de filles, il y a des jeux de garçons. Et ils étaient là, déjà dans le magasin, il y a 2 rayons, il y a le rayon fille et il y a le rayon garçon. Et puis je leur disais, s'ils sont mélangés, comment on sait si je mélange tous les jouets? Sur la boîte, c'est écrit. Dans les couleurs aussi des jouets. Si c'est bleu, gris, noir, on sait que c'est pour les garçons. Si c'est rose, on sait que c'est pour les filles. Et en fait, c'est impressionnant à quel point c'est ancré. Là, on parle d'élèves qui ont 6 ans, quoi. Ils sont en CP. Et déjà, en fait, pour eux, c'est une évidence que s'il y a un garçon sur la fiche, c'est pour les garçons. Ou s'il y a une fille, c'est pour les filles, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose du quotidien aussi, de travailler justement à décloisonner ces rayons, à enlever ces images, ou en tout cas à les doubler, à mettre à chaque fois une fille et un garçon, pour que ce soit clair pour eux aussi qu'en fait les deux peuvent le faire et qu'ils puissent se projeter dans ces métiers par la suite, parce qu'en fait c'est en jouant qu'on apprend aussi. Mais même plus grand, c'est un petit problème. Parce que à Desola, tu faisais tes petites recherches sur justement... L'intelligence artificielle. Exactement. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de représentation et un vrai problème de... comment on dit, les problèmes qui se passent dans la vraie vie et qu'on a pu aborder, de discrimination et d'inégalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du numérique. On voit que c'est déporté dans la création d'outils, enfin la création de logiciels et notamment de l'intelligence artificielle qui, par ailleurs, est un monde, un univers dominé par les hommes, puisque il y a 12% de femmes salariées dans le secteur, d'après le laboratoire de l'égalité. Et ce même laboratoire propose un pacte pour justement essayer de réduire les inégalités et les discriminations qui peuvent suivre du fait de cette disparité entre les hommes et les femmes dans le domaine. Je voulais rebondir sur les intelligences artificielles, comme tu dis, en fait, puisque c'est des personnes qui les créent, ces intelligences quand même, qui créent le codage, etc., même si je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Et en fait, comme c'est majoritairement des hommes qui le font, et surtout aussi, par exemple, des hommes blancs, en fait, ça ramène plein de discrimination, puisque du coup ils vont tester comme chacun quand on fabrique quelque chose, on teste en fait sur les gens autour de nous, et autour d'eux, si c'est un homme qui l'a créé, il va tester autour de lui que ça va être un homme. Et par exemple pour les intelligences artificielles qui reconnaissent les têtes là, nos têtes pour ouvrir notre téléphone ou autre, et en fait il y a plein de discriminations parce qu'ils reconnaissent beaucoup plus facilement un homme blanc que par exemple une femme blanche, ou sinon qu'un homme noir, une femme noire, une personne où il lui manque un œil ou n'importe. Et du coup, en fait, c'est plus on va avoir de mélange dans le travail, plus on ça va sera avoir de mieux. mixité. Voilà, de mixité, mieux ce sera. Oui, c'est... pardon. C'est un problème qui arrive beaucoup aussi avec les GPS, où là, ça va pas être sur le visage, mais plutôt sur la voix, où des GPS vont reconnaître beaucoup plus des voix d'hommes que des voix de femmes, parce que justement, ça a été créé par des hommes. Ça me fait penser d'ailleurs qu'ils reconnaissent aussi assez mal les accents
Je me souviens qu'il y avait des Écossais qui s'étaient rebellés contre Siri parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur accent. Ils lui en voulaient beaucoup. Mais moi, ce à quoi ça me faisait écho, ce que disait Marie, c'est que Juliette Anno, par exemple, dans son livre, elle en parlait, qu'on a souvent l'impression, enfin, on a cette idée préconçue que les algorithmes et les intelligences artificielles sont neutres parce que c'est des calculs mathématiques. Mais effectivement, derrière, comme disait Marie, c'est des vraies personnes qui le créent. Et en fait, il y a les personnes ont des biais, tout le monde a des biais. Moi-même, j'ai des biais. Enfin, on en a tous. Et le problème, c'est quand on a quand on a l'impression que quelque chose est neutre, on va moins le questionner que si on sait qu'effectivement il y a un humain derrière qui l'a créé, qui l'a pensé. Et donc je trouve que c'est important de mettre ça en lumière et surtout qu'on voit que ce soit un humain qui crée l'algorithme ou qu'on fasse du machine learning, c'est-à-dire que les intelligences artificielles, elles apprennent à partir des contenus qu'on leur donne, qu'elles prennent sur Internet, et bien même en faisant ça, les intelligences artificielles ne sont pas neutres. Elles reproduisent les biais sexistes, racistes, tous les biais en east qui sont en fait très visibles sur Internet. Même, on va faire face à des intelligences artificielles qui, des fois, vont avoir des propos sexistes, racistes, homophobes, où ils vont juger que, par exemple, une image où une femme est tout habillée est plus vulgaire qu'une image d'un homme qui est torse nu. En fait, ça pose des questions vraiment sur les représentations. Et je pense qu'effectivement, il faut dire que ces représentations, elles ne sont pas neutres et s'interroger sur... est-ce que, en fait, si on avait plus de femmes, plus de personnes de couleur, plus de personnes homosexuelles qui créent ces intelligences artificielles, peut-être qu'elles auraient moins de biais. Un exemple concret de ce que tu viens de dire, c'est à nouveau l'exemple de la fondatrice de Bumble qui a créé une application pour les femmes à destination des femmes et de sa situation de femme et de son vécu, de son passé, d'avoir été harcelée dans son milieu de travail, a décidé de concevoir une application de rencontre avec les femmes en tête. Et si dans l'intelligence artificielle, il y a ça pour tous les domaines, je pense que oui, effectivement, on pourra arriver à un espace un peu plus démocratique et égalitaire. C'est comme en fait le dit Sheryl Sandberg, c'est la numéro 2 de Facebook. On ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Donc c'est là d'où l'importance des modèles et des représentations pour chaque culture, pour qu'en fait il y ait une mixité vraiment globale. Oui, parce qu'on parlait par exemple des biais, mais il y a aussi des biais culturels. Effectivement, aujourd'hui, quand même, le domaine du numérique, il est largement dominé par les États-Unis et c'est aussi une vision occidentale qu'on promeut. Quand je parlais du lancement de Bumble en Inde, c'est aussi ça qu'on voit. Il y a différentes pratiques culturelles. Il faut s'adapter à ces pratiques culturelles. On ne peut pas lancer le même produit partout et espérer avoir le même résultat. Sarah, tu me le confirmeras, toi qui es dans le marketing. Oui, je le confirme parce que je sais que j'ai eu une étude de cas sur Netflix et comment ils s'adaptent au pays par rapport à leur pays d'origine. Et ensuite, on avait étudié la France et justement l'Inde. Et c'est tout un modèle à reprendre parce qu'il faut quand même avoir une base et avoir ses valeurs pour la marque. Mais derrière, faut aussi s'adapter aux consommateurs. Et quand on est dans des pays qui n'ont pas la même façon de vivre, la même façon de consommer, c'est compliqué en fait de juste venir avec un produit déjà fini et de ne pas s'interroger aussi sur est-ce que ça va marcher tout simplement. Et d'ailleurs, dans le livre de Juliette Anno, elle citait une chercheuse, Sandrine Vaton, qui avait un peu créé le terme de construction sociale de l'image de l'informaticien. Et elle disait, d'une culture à l'autre, on n'a pas aussi la même représentation de ce que c'est une personne qui fait de l'informatique. Donc, dans le monde occidental, on va beaucoup avoir l'image dont on parlait au tout début du geek devant son ordinateur, etc. Et par exemple, en Malaisie, c'est pas du tout le cas parce que c'est vu comme un travail très approprié pour les femmes et il y en a beaucoup qui travaillent là-dedans. Et je pense qu'on devrait prendre exemple justement sur ces cultures qui justement valorisent ce secteur et valorisent ce secteur pour les femmes. C'était un peu le but du podcast. C'était aussi d'en parler et puis aussi
de trouver des solutions un petit peu pour amener les femmes à se mettre au numérique, que ce soit le numérique en général, que ce soit la partie informatique ou la partie, par exemple, IA, et également pour le code aussi, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des secteurs qui est en pleine expansion. D'ailleurs, il y a l'école EPITA qui, dès le collège, propose des stages d'initiation aux filles pour coder. Ça s'appelle Girls Can Code. Et vous pouvez aller apprendre le b.a.-ba en fait du code. C'est aussi Ariel Kito, qui est camerounaise, qui elle a créé la Youth School Tech Incubator, qui en fait sert à apprendre le codage à tous les enfants, du coup plutôt là du Cameroun, mais aussi également à travers en fait l'Afrique pour justement que la culture, comme on l'a dit Laetitia, sur tout ce qui est informatique ne soit pas centralisée États-Unis, mais qu'elle soit plutôt globale. Il y a aussi le cercle Interel, cercle qui a été créé par des dirigeantes de boîtes dans le numérique et qui veut promouvoir justement l'accès des femmes à des postes haut placés dans le numérique en France. C'est totalement une opinion, mais je pense qu'effectivement, avec ces initiatives, ce que ça montre, c'est quand même que le codage, en fait, ça va devenir quand même une compétence clé à l'avenir. Aujourd'hui, le numérique, il traverse tous nos secteurs de travail. Au minimum, on travaille sur un ordinateur. Au pire, c'est carrément notre... on les conçoit et le code, pour ça, devient vraiment essentiel, je pense, comme compétence pour l'avenir. Et c'est super qu'il y ait toutes ces initiatives. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler pendant toute cette semaine. On aura plein de posts qui vont arriver et qui vont compléter un peu tout ce qu'on a pu dire et donner des ressources aussi pour les personnes qui nous écouteraient et qui souhaiteraient se mettre soit au codage, soit aux études ou au métier du numérique. Et on a plein de petites choses en perspective. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Association La Case. YouTube aussi. Pour en savoir plus sur tout ce qu'on fait en fait à La Case, que ce soit, là on a parlé du numérique puisque c'était la semaine un peu thématique qu'on voulait par rapport à l'égalité des genres, mais on a plein de thèmes diversifiés qui je suis sûre vous plairont. C'était notre premier podcast, Femmes, Tech, Numérique, Cocktail toxique.